ImoStory, en partenariat avec Squarimo, la plateforme de référence des ventes interactives. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle fois, un nouvel épisode du podcast ImoStory, le seul podcast qui traite des gens qui font l'immobilier. On va parler des parcours de vie. Et aujourd'hui, le podcast est sponsorisé par Squarimo. Squarimo, c'est surtout la plateforme de référence pour la vente interactive et les enchères immobilières en ligne en France, à travers 3 stratégies de commercialisation, progressive, dégressive ou libre. C'est surtout une solution intuitive et la plus complète du marché. Nous rendons les transactions plus dynamiques et plus transparentes. Squarimo se connecte aux vendeurs, aux acquéreurs, aux professionnels avec un tiers de confiance numérique afin de faciliter les échanges pour vendre plus vite au juste prix du marché. Exigence, performance et confiance, les fondations qui garantissent des transactions plus simples, plus rapides et plus justes. Accélérez vos transactions avec Squarimo. Claire, bonjour. Bonjour Nicolas, comment ça va ? Ça va super bien et je vais te dire quelque chose, Claire, tout de suite. Je suis extrêmement excité de voir aujourd'hui. Tu sais pourquoi ? Parce que j'arrive de Nice. Déjà, tu es Je t'apporte du soleil. Déjà, tu as fait 800 km pour venir. Et tu as le record, quand même. Deuxièmement, on s'est rencontrés au Rent. On a même pu échanger un petit peu en amont sur 2-3 coups de fil qu'on s'était passés. Tu as une présence sur les réseaux sociaux complètement folle. Et tu es quasiment la pionnière, pas évident à dire, en home staging en France. Eh bien, écoute, merci pour tout ça. Je t'en prie. Effectivement, ça fait plus de 15 ans que je fais du home staging. 15 ans. Ouais. Ça n'existait pas il y a 15 ans. Quasiment pas. Ça existait, alors, parce que les gens ont l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais ça n'a rien de nouveau. En fait, on a fêté l'année dernière les 50 ans du concept. C'est-à-dire le concept est né il y a 50 ans aux États-Unis. En 1970, il y a une femme américaine absolument incroyable qui s'appelle Barb Schwartz qui s'est rendue compte que quand elle voulait vendre des maisons, elles n'étaient pas tout à fait impeccables. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu arrives dans un endroit, le lit n'est pas fait, il y a des choses qui traînent, les salles de bain ne sont pas exactement... Et elle s'est dit, tiens, je vais commencer à faire mettre en scène. Cette femme-là, elle est américaine, elle est pleine de joie, elle bouge dans tous les sens, et elle rêvait d'être actrice. Donc, ce qu'elle aimait, c'était de la mise en scène, c'était de faire des shows, etc. Donc, elle a inventé ce concept de mise en valeur immobilière, qui est du home staging, donc mise en scène de la maison, et elle s'est mise à tout ranger. Et puis elle s'est rendue compte que ça marchait, et puis que ça marchait tellement bien qu'elle en a fait un concept, qu'elle a fait des cours, et qu'elle s'est mise, à l'époque, donc on est en 1970, à parcourir tous les États-Unis en lançant la bonne parole. Messieurs, pour des gens comme toi, messieurs, si vous voulez vendre mieux et plus vite, il faut mettre en scène les maisons. Parce que de nos jours, tout est marketé. Le moindre rouge à lèvres, bic, ou quoi que ce soit, est réfléchi, on l'entoure d'un beau packaging, etc. Tout sauf une maison. Pourquoi une maison ? Parce que les gens construisent leur maison et font leur maison avec leur goût. Donc, à leurs yeux, c'est la plus belle des maisons. Tu vois ce que je veux dire ? Cette phrase-là, je la connais par cœur. J'ai vécu 20 ans dans ma maison. J'ai vu que la maison d'à côté valait 1,2 million. Forcément, la mienne est plus belle, elle vaut 1,4 million. Non, mais celle-là... Voilà. La fameuse image de pour le vendeur, c'est un château. Oui. Pour les impôts, c'est encore plus. Et pour eux, pour un agent immobilier, tout d'un coup, c'est une espèce de cabane. Donc, à chacun son filtre, sa vision des choses, et là, toute la différence. Et vraiment de mettre en scène, je veux dire, tu vends ta voiture sur le Bon Coin, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu sais, tu fais un entretien d'embauche, tu t'habilles correctement. C'est le même principe pour la maison. Hein. C'est du marketing. C'est du marketing. En tout cas, c'est de mettre en avant les qualités d'un appartement. Les atouts, etc. Donc,
La voiture, tu la nettoies, tu l'aspires, tu prends des photos correctement. Et tu prends pas une photo avec la veste de l'agent immobilier et sa sacoche sur la table, par exemple. Bon, ça, il y en a moins. Par contre, quand j'ai commencé... Je suis pas sûr. Hein. Si. Il y en a un peu moins. Ça, si tu veux, mon avantage d'avoir fait ça depuis autant de temps, ça a quand même extrêmement évolué. Le marché a évolué d'un côté esthétisme et je pense que c'est super important parce que de toute manière, tu te rends compte que les gens vont acheter quelque chose, ils s'endettent pendant 20 ans. Si tu t'endettes pendant 20 ans, il faut qu'au moins le départ de ton endettement, les 20 minutes que tu passes à choisir un endroit, il faut que ça soit beau et il faut que ça te plaise. Tu peux pas prendre un endroit en te disant pas terrible, mais... Il y en a qui se projettent, mais effectivement, tu as 80% des gens qui sont insensibles à ça. Hein. Exactement. Le chiffre est bon. C'est vrai, c'est bon? Oui, bravo. Bravo. Cool. Tu peux parler de homestaging. Tu peux pas être homestager. Ça, on va en parler bon, alors, aussi, attends. Nicolas, parce que alors là, tu vas voir Claire, autre sujet. Claire, tu parles beaucoup. C'est une qualité commerciale. Par contre, on parle trop de homestaging. Moi, je veux savoir qui tu es, Claire. Je veux savoir, parce que tu as un parcours dingue. J'invite beaucoup de gens, et Claire, je me suis dit, arriver là où l'on est, c'est que c'est pas venu naturellement. Et j'ai même envie de dire, c'est un peu le principe de cette émission, les parcours de vie. La plupart d'entre nous, on se dit que tout est linéaire, que je commence à 20 ans, qu'à 30 ans, je suis responsable, qu'à 40 ans, je suis directeur, qu'à nanana. Et dans l'immobilier, c'est pas ça du tout. Et moi, Claire, t'as 18 ans, tu fais quoi? T'es où? Alors, à 18 ans, je passe mon bac, j'habite à Paris. D'accord. Et j'ai pas tellement envie de faire des études. Donc, je prends un petit sac à dos et je pars en Asie pendant 1 an. En Asie? En Asie. D'accord. Tu veux me rappeler la date ou à peu près la date? Ou à peu près? Parce que les transports... T'es pas très gentil, là, non, sur ce mais coup-là, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à la notion de transport. Oui. Et la notion, quand même, qui est de se dire, même si en les années 70, peut-être? Non, quand même pas. Oh là là, fin 70, moche, début 80. Ouais, on va 80. couper, hein, on va couper, Jérôme. Mais non. Début, années 80. Années 80. Je pars, Mitterrand vient de passer. 80. 80. Ouais, quand je te dis fin 70, c'est pareil, c'est début 80. Voilà. Je m'en tire comme ça. Et je pars avec mon sac à dos. À l'époque, on n'avait plus le droit d'avoir des cartes de crédit à l'étranger, parce que tu n'avais pas le droit de dépenser de l'argent à l'étranger, il faut remettre l'idée. Et on n'avait pas de téléphone non plus. Et puis le tourisme en Asie, en 81, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Non. Alors j'ai commencé par la Birmanie qui venait de s'ouvrir. Qui était un pays donc tout nouveau, il y avait très peu de tourisme. Ça a été incroyable. J'ai vu des choses merveilleuses, enfin j'ai adoré. Tu pars seule, hein? Je pars seule. Seule, jeune femme. Oui. Tes parents, ils disent quoi? T'es folle? Inquiet. Ou c'est la culture de la famille? Mais t'es sûre? Et je lui dis oui, de toute manière... Voilà, bon, pour la rassurer, je m'étais inscrite en fac d'éco à Nanterre. D'accord. Autant te dire que j'y suis pas allée beaucoup. C'est le principe de la fac d'éco. Hein. Et ensuite, et donc j'ai passé 1 an en Asie. D'accord. J'ai fait de très belles rencontres, j'ai fait des histoires incroyables. Bref, j'ai adoré. Et puis je suis rentrée en France et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et là... j'avais une amie qui faisait des vidéos, qui faisait des shorts vidéos. Et donc, elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait servir de tout, tu vois, le fameux stagiaire qui faisait tout. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, la boîte n'a plus très bien marché. Donc, je suis partie en Normandie. Tu veux vraiment que je te raconte tout? Non mais attends, excuse-moi, l'Asie et la Normandie, là, je suis un peu déçu. Hein. Tu pars en Normandie? Je pars en Normandie. C'est déceptif, là. Hein. Je pensais qu'on allait se faire le tour du monde. Donc en Normandie? On est en Normandie, on passe 2 ans en Normandie. D'accord. À m'occuper de vaches. Ok, d'accord. On passe complètement autre chose. Une envie de nature. En me disant, j'ai toujours été élevée ici, à Paris...
En fait, c'est peut-être mon truc d'habiter dans la nature, etc. 2 ans en Normandie. 2 ans exploitante agricole en Normandie. Tu frappes à la porte d'un agriculteur et tu dis... Non. J'ai la chance de me retrouver dans une ferme que je connais bien. Et je m'occupe de cette exploitation pendant 2 ans. D'accord. Tout ça, tu te retrouves à 4 heures du matin, il fait froid, tu as les 2 mains pour aider la vache à véler. Enfin, tu vois, ça a été... Karine Le Marchand n'est pas passée. Très, très différent. Ben non, je te rappelle que c'était le siècle dernier. Elle n'était pas encore née. Donc, si tu sais qu'elle n'est pas si jeune. Tu recommences à me reparler de mon âge, Nicolas, je vais partir. Karine Le Marchand, elle a je pense qu'elle a plus de 55 ans. D'accord. L'âge n'a pas grand intérêt. On est d'accord. Mais pour te dire qu'elle est là. Donc, bref, la Normandie... Et puis, je tombe amoureuse. Bien. Je tombe amoureuse de quelqu'un qui décide de partir en Amérique du Sud. Et je me dis, je pars en Amérique du Sud. Allez, on part. Waouh. Et je pars en Uruguay. L'Uruguay, Montevideo, c'est à côté de Montevideo. Il y a un endroit qui s'appelle Punta del Este, qui est le Saint-Tropez local d'Amérique du Sud. Et je pars là-bas. Ma maman me regarde et me dit, on ne part pas à l'autre bout du monde suivre un garçon. Du haut tu as fait un an en Asie, juste avant. Oui, mais du haut de mes 24 ans, je lui dis, maman, tu ne connais rien à l'amour, bien sûr. Moi, j'en savais beaucoup plus qu'elle. Ouais. Et je pars. 15 jours après, je m'engueule avec mon copain. Mince. Et je me dis, il y a un truc sûr, c'est que je ne vais pas rentrer à la maison. Pourquoi ? Il n'est pas question de dire « Maman, t'avais raison ». Ah. Donc, je reste là-bas et ça, c'était une très bonne idée puisque j'y ai passé 8 ans. J'ai eu des restaurants, j'ai ouvert des restaurants dans un endroit merveilleux qui s'appelle José Ignacio, qui est un petit village en allant vers le Brésil. On aurait dû parler en espagnol. Là. Non, un endroit absolument sublime. Mais à l'époque, c'était loin de tout. Et voilà, et j'ai passé 7 ans là-bas, absolument. Un resto, 2 restos, 3 restos, comment... Ouais. Français ? Un resto. Alors, pas que français, mais bon, c'était la française qui la tenait, c'était machin. J'avais un chef au début qui est un des grands chefs d'Amérique du Sud, argentin, qui s'appelle Francis Malman. D'accord. Qui est un grand copain, et avec qui on a monté ça. Et puis ensuite, j'avais un associé uruguayen avec qui on a eu ce restaurant. Ensuite, on a monté on s'est occupé de club de polo. Parce que le club de polo, donc, tu as besoin d'un petit tea house pour que les gens boivent des choses. Mais ce qui marche vraiment et qui fait gagner de l'argent de ça, c'est le back-office où tu as 60 gauchos à nourrir par jour pendant 3 mois d'été, la saison de polo là-bas. D'accord. Donc, ça a marché comme ça. Et est-ce que la notion de décoration commence à rentrer dans tes restaurants ? Alors, de décoration... Ou pas du tout. Toujours été, si je fais très attention à la décoration, à ce qui est joli. Il y a 2 choses qui me font bouger beaucoup et qui m'animent. C'est la beauté et les relations humaines. Moi, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de partager. Et avec le restaurant, il y avait tout à fait. Et le côté beau, l'endroit était sublime, j'avais des petits... Tu avais déjà une appétence pour la mise en valeur de ton restaurant ? Oui. Si on doit faire la connexion avec après ? Oui, ouais. Je faisais attention, j'ai toujours fait attention j'ai toujours été sensible à la beauté et comment arranger les choses. Tu avais fait quoi sur ton premier ou 3e resto ? Tu avais fait un truc en particulier ? Alors, on avait des petits individuels que j'avais fait broder. J'avais fait dessiner les assiettes pour qu'elles soient jolies. Et à chaque endroit, je refaisais quelque chose de spécial. C'était quoi ? Il y avait des thématiques ?
Ou c'était vraiment un ressenti par rapport à un endroit? Voilà, ressenti par rapport à l'endroit et une patte un peu française, si tu veux. Par exemple, mon restaurant, en Amérique du Sud, en Uruguay, ils mangent beaucoup de viande, l'assado. Et moi, la viande, je la faisais que crue, ce qui était complètement, si tu veux, à l'opposé de tout ce qu'ils faisaient. Donc, il n'y avait pas beaucoup de poissons à l'époque, donc je faisais du poisson aussi. Et voilà, c'était prendre le contre-pied et amener quelque chose d'autre qu'ils n'avaient pas là-bas. Donc voilà, et puis au bout de tout ça, j'ai fait un superbe projet de bungalow sur la plage, etc. Et je suis allée voir les gens qui me louaient donc mon bail, et j'aurais dit, c'est un bail de 8 ans ou de 10 ans pour voilà mon projet. Sûr de moi, j'étais sûre qu'ils allaient me dire, bien sûr, Claire, voilà. Et ils m'ont dit, ça sera 2 ans comme d'habitude. Et je me suis dit, bon, ça va. J'ai passé mon temps, j'avais toujours pas retrouvé l'homme de ma vie. J'avais fait plein de choses qui étaient super. Et je me suis dit, il est temps de faire autre chose. Je suis remontée dans l'avion. J'ai pleuré dans l'avion. C'est vrai? Oui, mais oui, parce que voilà, moi, je suis comme ça, j'ai besoin de faire des choses et de prendre des décisions. T'as eu un sas de décompression ou t'as eu peut-être des regrets? Il s'est passé quoi? Non. Tout d'un coup, je me suis dit, comme j'avais décidé d'y aller, tout d'un coup, je décidais de partir, mais. Ça a été mûri comme choix ou ça a été spontané? Non, j'avais dit si mon projet peut pas aller de l'avant. C'est bon, j'ai fait le tour, je ferai autre chose. Donc, j'avais fait le tour, je suis revenue. Retour à Paris. Et je suis revenue à Paris. Et alors? Et à Paris, je suis devenue traiteur. T'es devenu traiteur, mais alors ça vient d'où? Est-ce que c'est une rencontre? Restaurant, quand même, j'étais... Oui, est-ce que tu arrives avec la carte en disant j'ai monté 2-3 restaurants en Uruguay et voilà ma compétence, ou est-ce que c'est une rencontre amicale ou amoureuse? Une rencontre avec une femme absolument incroyable qui s'appelait Yafa Ederi, qui avait à l'époque un traiteur qui faisait des choses très novateurs. Et j'avais vu ce qu'elle faisait et j'avais trouvé ça génial. Donc, j'étais allée la voir en lui disant « Bonjour, je m'appelle Claire. Voilà, j'ai un restaurant en Uruguay, mais je suis à Paris. C'est incroyable. J'adore ce que vous faites. Je viendrais bien dans vos cuisines voir comment vous faites. » Au culot, un peu? Ah oui. Ouais. C'est très spontané quand même. Oui. Ah oui, mais attends, tout le le monde n'a pas cette qualité. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on me dise non et que je puisse pas le faire. C'est un peu ta philosophie, voilà, ça? Voilà. J'avance et si on me dit non, c'est comme ça. Voilà, on passe à autre chose et de toute manière, c'est le pire qui aurait pu arriver. Donc le mieux, c'est qu'on me dise oui, donc on y va. C'est ce que j'ai toujours expliqué à mes enfants. D'accord. Et à chaque fois, c'est quelque chose que j'ai essayé de leur inculquer et je crois que ça a marché. Aujourd'hui, tu sens qu'ils ont cette... ce petit côté. Au moins l'un d'entre eux a cette approche. Un peu moins que moi, mais quand même, c'est là. Toi, tu l'as poussé jusqu'au bout quand même. Toi. Et donc, je me suis retrouvée dans... Elle m'a dit, mais bien sûr. Et elle m'a enfermée dans la cuisine et je n'ai rien vu pendant 2 jours. Et à l'époque, elle faisait un truc dingue. Je n'ai rien vu, c'est-à-dire? J'ai rien vu de ce qu'elle préparait. Elle m'a mis en pièces de préparation. Et à l'époque, elle faisait des flancs de cuisses de grenouille. Tu as déjà vu une cuisse de grenouille? J'ai déjà vu un flanc, j'ai déjà vu une cuisse de grenouille, mais alors les deux? Les deux ensemble. Donc, elle faisait ça. Et donc, j'ai passé 2 jours à décortiquer des cuisses de grenouille. Parce que donc, tu retires les jambes et donc tu gardes juste le blanc de la grenouille. Et pendant 2 jours, j'ai fait ça. J'étais toute seule dans un truc et je me suis dit, bon, la nana me teste, on va voir. Et au bout de 2 jours, elle est arrivée, elle a éclaté de rire et elle m'a dit, je voulais voir si tu tenais le coup. Maintenant, tu as tenu le coup. Bon, tu peux rentrer dans la cuisine et je peux te montrer ce qu'on va faire. Et on s'est tellement bien entendu qu'on s'est associés pendant 2 ans. Donc, deuxième qualité, résilience. On va dire. Quand même. Tu vas, quoi. Ouais. J'y vais. Tu t'arrêtes pas, quoi. J'y vais, puis on verra bien. On y va, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était ça. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, je suis partie en vacances aux Antilles. Tu retournes de l'autre côté, quasiment. Au milieu.
Ça t'a pas attiré l'Amérique du Sud? Et ben là, je suis repartie là et là, j'ai rencontré quelqu'un de très sympathique avec qui j'ai fait 2 enfants. Mais alors attends, parce que ton traiteur, tu veux pas y rester longtemps? Non, le traiteur, j'y suis restée un peu plus de 2 ans. On est à Paris, etc. Bon, Paris n'est pas ma ville favorite. D'accord. Et donc, aux Antilles, je rencontre un joli marin. Tu pars aux Antilles pour un projet en particulier ou vraiment Non, je pars en vacances. Tu pars une semaine et j'imagine que tu vas y rester plus longtemps. Je le sens comme ça. Non, alors je suis revenue. D'accord. Mais j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui revient, qui tout d'un coup, 2 mois après, m'appelle, parce que je te rappelle qu'on n'a toujours pas de portable, hein. Donc, quand on communique, je dirais pas c'est par pigeon voyageur, mais... Je ne parle plus de ça, Claire. Bon, très bien. Ouais. Et donc, tout d'un coup, ma porte sonne, j'ouvre, et le joli marin est là avec ses sacs. Je suis à Paris. Donc, tu as déjà passé une semaine ou 2 avec lui là-bas. Voilà. Tu reviens avec des bagages à la porte chez toi, tu lui as laissé ton adresse. Voilà. Coucou Claire, tu fais quoi dans la vie? Enfin, voilà. Est-ce que je peux m'installer? Voilà. Est-ce que je suis à Paris? Alors, je suis venue. Super. Bon. Et puis, mon joli marin tout bronzé, tout beau, pieds nus aux Antilles, est devenu une endive en fac. Qui avait décidé de faire un master. Une endive. Une endive, c'est parce que... C'est l'expression, je ne connais pas. Non, c'est-à-dire qu'il est devenu tout blanc. Ah, devenu tout blanc. Vois, tout blanc avec une sacoche, c'est-à-dire que le contraste, et il me plaisait toujours. D'accord. Ah. Et donc, je me suis dit que ça devait être le bon, et on a fait 2 enfants ensemble. Et là, à partir de là, je suis partie vivre dans le Midi, parce qu'il était Berlugan. Berlugan, d'accord. C'est quelle ville, Berlugan? Vas-y. C'est Beaulieu-sur-Mer. Beaulieu-sur-Mer, les habitants s'appellent des Berlugans. C'est joli, non? C'est surtout Beaulieu-sur-Mer, qui est magnifique. Ah, aussi. Et donc, tu vas pas dans les endroits les plus moches du monde, dis-moi. Non, hein, mais je te dis, ce qui me meut, c'est la beauté. Donc, il faut que je sois entourée de beauté. Il faut que les choses soient jolies. Et si elles ne le sont pas... J'essaie de me coiffer pour toi ce matin. Je fais en sorte que ça le soit. Tu vois, tout à l'heure, j'ai essayé de... Ouais, j'ai vu. Mais... Beaulieu-sur-Mer. Voilà. Donc, je me retrouve à Beaulieu-sur-Mer. T'es marié par marié, bref, il va se passer ce qui va se passer. Les enfants sont là déjà ou pas? Non, les enfants arrivent. Je m'installe avec l'arrivée de ma fille à Beaulieu. D'accord. Et là, je me dis, c'est terrible. C'est lui qui est de Beaulieu? Ouais. Et je me dis, c'est terrible parce que... il n'y a que des vieux. Et puis moi, j'étais célibataire parisienne avec ma grosse moto à sortir. Enfin, si ta grosse moto? Oui. Tu fais de la moto? Oui. À l'époque, je faisais de la moto. J'avais une grosse 750. Ah ouais? Non. Oui. Bon. Je sais pas. Donc, si tu veux, tout d'un coup, je me retrouve à Beaulieu, qui est sublime, mais la vie trépidante de vie parisienne n'était plus là. Non. Donc, mais en même temps, Paris te plaisait pas tant que ça. Oui. Un peu dans le paradoxe, quoi. Voilà. Qui est, j'aime beaucoup Paris, je suis parisienne, je m'en éloigne, mais en même temps, ça me plaît quand même. Oui. Ouais. Oui. On a le droit d'avoir plein de paradoxes. Oui, on est tous pareils. Hein. Et finalement, je m'acclimate très bien. Puisque je suis toujours à Beaulieu. Aujourd'hui. Et voilà. Donc, à Beaulieu, je me suis occupée d'abord de mes enfants. D'accord. Et puis surtout de... Tu développes une activité quand tu as tes enfants ou pas déjà? Non. Non. Quand ils sont petits, non. D'accord. Parce que leur père est donc marin. D'accord. Et donc, nous voyageons beaucoup. On est allé habiter en Nouvelle-Zélande pour la Coupe de l'Amérique. On est allé... en Australie, vivre en Australie pendant 3 mois parce qu'il faisait une course qui s'appelle Sydney-Hobart. Donc, je vois. On est allé là-bas. Donc, il est skipper. Ouais. Il a fait ses études pour être skipper au final. En fait, c'est sa passion qui a repris le dessus. Alors, il a fait des études. Il était capitaine quelque chose. D'accord. Et ensuite, il a fait des courses. La course du Figaro,
le tour du monde. C'est plus qu'un marin averti, c'est un passionné sportif. Jules Verne, voilà, des transatlantiques, etc. Donc, avec tout ça, on a voyagé. Et pendant qu'on voyageait tout ça, un jour, on se retrouve aux États-Unis. D'accord. Et j'apprends que la maison à côté, il y avait écrit open house. L'immobilier, c'était pas mon truc, j'en avais jamais entendu parler. Et comme je suis curieuse, je vais voir et je reviens et je dis incroyable cette maison. Et là, personne. Juste clair, quand tu vas à Nouvelle-Zélande, en Australie ou dans d'autres endroits du monde avec ton mari et tes enfants, tu bosses un peu ou tu n'as pas le temps? Non. T'as pas le temps de te réinstaller, de réapprendre. J'ai 2 enfants en bas âge. Et je m'occupe de toute l'intendance de la personne qui est en mer. Tu suis. Donc je suis et je m'occupe de tout. Oui. De toute l'intendance, parce que pour que quelqu'un puisse partir en mer, il faut que derrière, on ait loué un endroit, on est réservé, on est organisé tout ce qu'il faut. Donc tes journées sont quand même pleines, on est d'accord. Il faut trouver des sponsors, il faut essayer d'organiser, etc. Pour faire avancer tout ça. Et justement, je me retrouve la plupart du temps dans des locations un peu mochardes. Parce qu'il n'y avait pas de photos à l'époque quand tu louais des appartements. Tu achetais le magazine, le PAP, le mercredi, et c'est là où tu trouvais des petites annonces pour trouver un truc à Arcachon, à Brest, etc. Et c'est 3 lignes, tu vois. Et donc, j'arrivais dans des endroits qui n'étaient pas terribles, et je les arrangeais. Je passais mon temps avec des bouts de tissu, des choses, à bouger mes meubles, etc. Et j'arrive aux États-Unis, je vais voir cet open house et je dis mais c'est incroyable, tout était parfait, mis exactement au bon endroit. Et donc je pose la question et on me dit oui, ça s'appelle du homestaging. Et là, j'entends ce mot pour la première fois. Tu rentres dans une maison, elle est à la vente ou... Oui, open house. D'accord. Tu sais, les Américains, ils font ça. Tu peux nous raconter un peu ce que c'est, parce que l'immobilier français étant très différent, c'est quoi de l'open house? Alors, un open house, c'est une après-midi, par exemple, où l'agent immobilier ouvre les portes d'une maison et tout le monde peut aller visiter. T'as pas à prendre rendez-vous. T'as pas à qualifier la personne, t'es le voisin, la copine, le mec qui habite à 100 bancs. C'est ouvert pour tous. C'est ouvert, tout le monde rentre, peut regarder, et là, l'agent te parle, te donne sa carte, discute, il y a des petits biscuits, et il est... C'est une approche totalement différente. Alors, il commence à en faire pas mal dans le Midi. D'accord. Chez nous, ça commence à se faire pas mal. Et donc, je vais voir tout ça. On m'explique que c'est donc un homestager qui avait ça. J'avais jamais entendu le mot. Et j'apprends que ça existe, que des gens en vivent, et que leur métier, c'est de rendre beau quelque chose. Donc, ce qui t'intéresse, c'est pas l'approche de l'agent et le concept de vente. Non. C'est de mettre en valeur le bien. Voilà. C'est ça qui te... tout de suite. Voilà. Ouais. Moi, de transformer quelque chose qui n'est pas terrible en chose désirable, est vraiment ce qui... Tes enfants ont déjà quel âge à ce moment-là? Les enfants, ils doivent avoir 6 ans. Ouais, donc ils commencent à être légèrement autonomes. Ton mari, un tout petit peu. J'ai une fille de 7 ans. L'autonomie à 6 ans, Nicolas. Non, mais disons que on n'est plus dans les couches, on va dire ça comme ça. Ton mari, il décide de s'installer un peu plus durablement aux États-Unis à ce moment-là, pour que tu prennes ces décisions-là quand même. Non, pas du tout. Non, lui, il n'a jamais décidé de s'arrêter et il navigue, il continue à naviguer et à vivre ailleurs. J'étais 90%, si tu veux, du temps seul avec mes enfants. D'accord. C'est-à-dire, je n'étais pas célibataire, mais je vivais comme une mère célibataire. D'accord. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial. Ouais. Et donc, j'ai cherché, j'ai trouvé cette Barbe Schwartz. Ouais. Et j'ai fait un cours avec elle. Et j'ai appris mon métier. Oui, bien sûr. Ah ouais? Oui. Bonjour Barbe. Bonjour Barbe. Et so incredible! A French girl! I love French! I love baguette! Enfin bon, tu vois, le typique, etc. Total. Et donc, je me forme avec elle et je reviens en France en me disant, super, je
je vais exploser tout le monde. C'est vraiment tellement intelligent. On est en 2009 là, quand tu reviens? On est en 2010. 10. Ouais, je fais ma formation en 2010. Et en 2011, je me dis, bon, bah, je vais ouvrir une agence. Donc, Alors, attends, on revient dans le sud de la France. ouais. T'as gardé un appart ou quelque chose, peut-être? Ah bah oui, on habite à Nice. Ok. On habite, enfin, à Beaulieu. Ouais. Et on voyage pour ses L'activité de ton pour mari. ses activités à droite, à gauche. Tu arrives là, tu te dis, ok, homestager, c'est pour moi, on est parti. Je vois Tagnac, j'imagine que tu engages tout. Ça s'est passé comme tu voulais. Pas vraiment, non. Raconte-nous tes débuts. Parce que ce qui est intéressant dans le parcours et à travers ce que tu dis, parce que tu as une énergie folle, c'est que je le dis en intro, tout n'est pas droit. Ah non. Alors, il se passe quoi à partir de 2009? Alors là, je fais des flyers super. Je prends un autre cours de homestaging. Il y avait une Française qui faisait ça, qui s'appelait Yasmine Médicis, qui avait fait un cours ici. Quel nom de famille déjà, incroyable. Oui, en France, et je me dis que je vais m'adapter parce que quand même, le modèle américain ne collait pas très bien avec notre marché français. On n'est pas pareil. Tu t'es pas dit il y a 5 ans d'écart généralement et puis ça va arriver? Si, mais je suis genre à aimer bien défricher, etc. Je fais mes petits flyers, tout le monde me dit ça va pas marcher ton truc, ça va pas marcher, personne ne payera le service en France, et puis l'immobilier, tu sais pas, on y va et on verra bien. Et mon premier, je me souviens, la petite anecdote, c'est le premier agence où je suis rentrée avec mon flyer en disant, bah voilà, tu vois, pleine d'énergie. Et là, je suis tombée sur un type qui me dit, ma petite dame, ça fait 30 ans que je fais ce métier, jamais eu besoin de vous. C'est pas maintenant que je vais partager ma com. Et vous savez, ici, tout se vend. Alors, je vois pas comment vous pourriez m'aider. Au revoir. T'aurais été un mec, tu penses que ça aurait été différent? Il m'aurait pas dit ma petite dame déjà. C'est sûr, mais le côté un peu condescendant, terrible. Tu l'as senti quoi. Mais là, il faut remettre ça donc à l'époque. L'agent immobilier avait encore des chaussures pointues, besoin d'une Rolex, et se la pétait. Et l'iPhone, il avait que 18 mois. Hein. Il n'avait pas encore d'iPhone. Ah ouais, ça arrivait à peine. Hein. Tu vois, donc on est quand même dans un truc que certains appelleraient, tu vois, encore des dinosaures. Ouais. Donc là, je me suis dit, bon, et puis c'est pas mon fort, le commercial, taper au port. C'est pas ton fort? Non. Ah oui. Ah non, d'accord. Pourtant, t'as l'air... Non, mais moi j'aime communiquer. Ouais. Moi j'aime communiquer. Mais la méthode commerciale, moins. Mais le côté commercial, non. Donc, bref, ça a commencé à marcher, mais pas vraiment. D'accord. J'ai vivoté de ce truc-là, mais c'est pas moi, heureusement, c'était pas moi qui rapportais. Tu te rappelles de ton premier deal? Ouais. Alors? Et c'était une propriétaire qui avait une maison et qui avait au-dessus du garage un petit logement et elle voulait en faire quelque chose. Le truc était en mauvais état. Ouais. Donc j'ai fait repeindre, j'ai mis des tables de nuit, j'ai amélioré la cuisine, j'ai encore les photos, c'est à mourir de rire. Ton stock, c'est toi qui l'achètes, tu le loues, tu le sous-loues, parce qu'au départ, j'imagine que tu peux pas engager trop d'investissement. Ah ben non, t'investirais rien. Au départ, peux pas avoir ton stock avec ton garage à côté de toi. Ah non, au départ, t'as rien. Ouais. Et alors, il y a deux choses très différentes, c'est-à-dire que soit tu fais des appartements vides, ce que je fais essentiellement, pour des marchands, pour des agents immobiliers, des choses comme ça, où là, tu as besoin de beaucoup de stock, ou tu fais des appartements habités, c'est-à-dire que les gens habitent là, et tu arrives, et là, ça mérite pas beaucoup de stock, parce que ce qu'il faut, c'est généralement dégager beaucoup de choses. Rafraîchir et dégager pour pouvoir voir l'espace. Donc là, tu es dans ce cas-là. Et là, au début, quand tu commences, c'est ça, parce que je vais pas acheter, puis j'ai pas de garage, puis je sais pas si ça va remarcher, tu vois, tout ça. La propriétaire ou le propriétaire vend en direct via une agence. Comment
comment tu as cette approche-là? Parce que... Alors là, c'était elle qui voulait absolument faire quelque chose, améliorer cet endroit, et elle ne savait pas comment faire. Et je venais de lui raconter que j'avais fait cette formation et que c'était, je savais améliorer des endroits. Et donc, elle m'a demandé de faire ça. Et en fait, ensuite, c'était pour de la location. Le premier, c'était pour de la location. Et ensuite, elle m'a demandé de faire ça pour sa maison. Donc, à la suite de ce qu'elle a vu... j'imagine que ça a marché, elle était contente. Que ça marchait et qu'elle était contente. Elle en a parlé un peu autour d'elle, j'imagine. C'est comme ça que ça a un peu marché au départ, parce que quand tu commences, si tu n'as pas de photos de choses à montrer... Donc, aux États-Unis, ils disent, vous pouvez, quand tu as fait cette formation, vous pouvez vous servir du portfolio. Mais enfin, portfolio des maisons américaines, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais ni mon marché. Donc, ça ne collait pas. Donc, mais c'était très intéressant. Tu t'es fixé 6 mois, 9 mois de trésor, tu t'es dit, non, dans 6 mois, si ça ne marche pas, j'arrête. Non, pas du tout. J'ai dit, j'y vais et ça marchera. Peu importe. On verra. Ouais. On verra. Jamais de doute. On en vendra. Quand même. Si. Beaucoup. 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 Comment t'as fait? Parce que moi, il y a le début, quand j'ai commencé à l'immobilier, il y a des jours, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, hein? Oui. Et puis le lendemain, je me suis dit, j'ai bien fait. Ouais. Comme tu dis, moi, quand je ferme la porte d'une maison ou d'un appartement que je viens de homestager et qu'il est beau, je referme en me disant, voilà, je sais pourquoi je suis là. Je suis là parce que je sais faire ça. Ma qualité, mon pouvoir, c'est de transformer des endroits en endroits désirables. T'es la magicienne. Et pas magicienne, parce que c'est là où je vais t'expliquer que c'est différent. Moi, je ne fais pas de la déco, je fais du marketing. Et pour que les gens puissent se projeter et que ça puisse se vendre mieux. Et ce n'est pas souvent les gens me disent « Ah oui, bah, tu es décoratrice ». Non, je ne suis pas décoratrice. Je ne suis pas architecte d'intérieur. Je ne fais pas. Je vais te mettre un cas concret. Tu rentres dans un appartement demain. Ouais. On va prendre un cas classique d'un marchand de biens, c'est complètement vide. Oui. Ou d'un appartement, les gens sont déjà partis. Ils sont déjà en pré-relais et ils pensaient que ça allait se vendre plus vite et finalement, Claire arrive. Si on se parle de marketing et donc pas de décoration, je te présente un bien classique, 2 chambres, un salon de 30 mètres carrés. C'est quoi tes premiers réflexes? Alors, premier réflexe, c'est que les chambres, il doit y avoir un lit, 2 chevets et selon l'espace, quelque chose d'autre. Mais parce que il y a des chambres souvent qui sont un peu petites ou biscornues, et donc tu sais bien qu'un endroit quand c'est vide paraît toujours plus petit. Donc si tu mets un lit et 2 chevets, il n'y a plus de doute. C'est une chambre et il y a un lit double qui tient. Mon idée, c'est d'essayer d'éviter toutes les négociations et tous les doutes. Parce que quand tu rentres dans une pièce et tu dis ah ben là le lit rentrera jamais, eh ben ça y est, tu perds. Premier doute, c'est pas bon. Deuxième doute, c'est pas bon. Donc, moi, je place chaque chose. Tu rends utile chaque mètre carré. Enfin, tu projettes la personne à travers son utilité. Je mets en valeur chaque endroit pour pouvoir le sublimer et qu'il n'y ait pas de doute. Moi, je retire et les doutes et les négociations à la baisse. C'est-à-dire que si la cuisine, elle n'est pas terrible, eh ben, je la fais repeindre. Et alors, elle a peut-être pas l'air terrible, mais les gens ne rentrent pas en disant oh non, la cuisine, elle est trop vieille, on va baisser de 10 000 parce qu'une cuisine, ça sera 10 000. Bah, bien sûr. Donc, déjà ça, et j'essaye de faire, voilà. C'est aussi ta méthode commerciale, c'est de dire, je te fais un coup de peinture, ça va peut-être te coûter un billet de 500 de plus, mais tu économises la négo de 10 000. C'est un peu ça aussi. C'est ça. J'ai fait appel à un homestager cet été, via tes conseils pour Paris. Je la salue d'ailleurs, elle a fait un travail dingue. Elle est géniale. Les photos étaient sublimes. Elle est géniale. Elle m'a fait des lits en carton. Tu connais ça, des lits en carton? Bien sûr. C'est pas un vrai lit, hein. T'arrives dans la chambre. Moi, j'ai une famille qui est venue avec un gamin. Ah oui. Je lui ai dit, mais surtout, ne saute pas sur le lit parce que c'est un faux lit. Voilà. Donc, t'as des petits tips hein, comme ça. Hein. Tout à fait.
Ouais. Alors, soit des lits en carton, soit des lits gonflables, soit des lits... Il y a plein de solutions. C'est drôle. J'adore ça. Mais ce qu'il faut, si tu veux, c'est vraiment quelque chose d'éphémère. Ouais. C'est une installation éphémère. Ouais. Pourquoi? Pas pour tromper le visiteur, mais pour l'aider à se projeter. Ah. Et quand un lit est là, personne va soulever la couette pour aller voir s'il est en carton. Et puis, il vaut mieux pas parce que... Je l'ai anticipé cette question quand même à tout le monde Parce que... Et il faut prévenir vraiment tous les agents en disant, vraiment, on ne saute pas. Moi, j'ai fait un appartement l'autre jour et tout d'un coup, je vois un agent plein d'entrain qui dit « Mais regardez comme on est bien là !» et qui saute sur le lit comme ça. Et alors? Et alors, catastrophe totale! Elle a explosé les cartons? Et non, parce que ça, c'était pas un carton, ça, c'était un lit gonflable. Et donc... et j'ai rappelé, j'ai dit, mais donc maintenant, je mets un post-it à l'entrée de l'appartement. Je vous rappelle qu'il est interdit. Certains mettent des petits mots sur le lit, mais c'est pas joli, c'est pas bien. Mais donc, oui, non, on fait attention. Mais tout est dans la projection, effectivement. Quand tu as vu ce qu'a fait Frédéric fait ça depuis très longtemps, on se connaît depuis très longtemps. Et on partage beaucoup sur la façon de travailler, etc. On faisait partie de la même association, parce que je fais partie d'une association de homestagers. D'accord. Femmes essentiellement? Essentiellement, mais il y a des hommes aussi. D'accord, ok. Et qui est européenne. D'accord. Donc, il y a des Espagnols, parce que cette Barbara Schwartz dont je t'ai parlé a fait cette association qui reconnaît donc les professionnels de... Donc, tu as ta petite certif, ton petit macaron, c'est ça? J'ai tout. Ouais. Et c'est important, parce que depuis le Covid où les gens se sont embêtés, le nombre de gens qui rajoutent homestaging, les décoratrices, C'était un peu ma question. Ben voilà, j'y arrive. Et on arrive sur un métier, moi je parle de métier d'agent immobilier, un métier fourre-tout aujourd'hui. On voit dans d'autres secteurs d'activité le fameux coach d'entreprise avec des gens qui ont 28 ans, qui ont 4 ans d'expérience et ce qui grandit comme étant coach pour des directeurs. Et je me dis, mais comment tu peux dire ça alors que tu n'as jamais été directeur? Et que c'est justement parce que tu as quitté l'entreprise que tu essaies de trouver des solutions. Bref, c'est complètement paradoxal. Ouais. Dans ton métier, j'imagine qu'il y a également des gens qui vont sur ce territoire sans forcément avoir de cadre. Voilà, qui s'autoproclament homestager. Parce qu'ils pensent que s'ils savent décorer, ils vont le faire. Ouais. Et c'est très dommage. Tu dis quoi à ça? Eh ben, je dis c'est très dommage. Je dis c'est très dommage parce qu'il faut vérifier les qualifications de chaque personne. Parce que, comme tu dis, les agents immobiliers, c'est la même chose. Il y en a qui se prétendent, voilà. Et, il y a une vraie méthode avec Barbe, hein. C'est ce que je comprends. Oui. Ça prend pas et ça prend pas 2 jours. Il y a non. Ça clairement prend pas 2 jours. Toi, ça c'est oui, quoi, et puis ensuite on a d'autres expertises pour le luxury, pour les gens âgés, pour les choses comme ça, où on t'apprend vraiment comment travailler chaque segment. Et c'est super important. Et tu dois avoir une vraie problématique liée au sourcing aussi quand même, parce que tu peux pas habiller un appartement, tu parles de luxe, je vais pas mettre un Ikea dans une maison alors que je peux potentiellement dans un petit appart de 30 mètres carrés, tu vois. Tout à fait. Ça aussi, c'est un vrai sujet pour toi. La logistique, le sourcing, les idées, la différenciation. C'est le sujet pour toi. Ah ben c'est le sujet puisque effectivement l'autre jour j'ai fait un studio à Oron donc à la montagne. Je fais pas la même chose que la déco d'une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est beau Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est beau Saint-Jean-Cap-Ferrat. Puis là en venant, si tu veux, en venant dans le train, j'ai eu un appel. J'ai fait une villa. Il y a 2 mois, avec une piscine intérieure,
Raconte-nous un truc comme ça. Voilà, Fais-moi rêver un peu là. On part dans le sud de la mer, vas-y. Allez, on part dans la mer. On est à Villefranche-sur-Mer. On a une vue absolument incroyable et une villa magnifique, mais qui a été laissée à l'abandon pendant une dizaine d'années. Plus rien ne va. T'as des canapés sublimes, mais ils n'ont pas de housse. Il manque des coussins. T'as du mobilier qui a pourri, d'autres qui étaient en plein soleil, donc les chaises ont toutes cramé. Et cette maison a besoin d'être mise en vente. Et donc là, on fait appel à moi. C'est l'agent qui t'appelle ? Ouais. C'est l'agent. C'est l'agent qui avait déjà vu ce que j'avais fait pour d'autres maisons et qui me dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Attends, on est sur 300 mètres carrés, là, j'ai l'impression. Oui. Voire plus ? Oui. Non, celle-là, elle fait à peine moins de 300. Elle était 280. Là, c'est un vrai exercice, là. Oui. Faut l'habiller, hein. Mais là, il y avait de la base. C'est-à-dire, les lits étaient là, mais il fallait refaire tout le reste. Si tu veux, par exemple, les canapés étaient là, mais j'ai dû faire des housses de canapés sur mesure, puisque le... Mais attends, ça te prend combien de temps de faire des housses ? Pour 3 semaines, t'appelles ton copain, salut, tu peux me faire des housses, voilà les mesures, tu me produis ça, mais ça vient prend... avec sa machine. Ah, c'est vraiment... Non, là, on est, si tu veux, on n'est plus dans le studio à Oron. Ouais. Là, on est avec la tapissière qui arrive avec sa machine, parce qu'il faut les faire sur mesure. Tu peux pas mesurer comme ça, et pendant 2 jours, elle est sur place pour faire ses housses. Ah oui. Là, c'est plus le même métier, là. C'est pas l'image qu'on a tous, hein. C'est pas... Potentiellement, en tout cas. Voilà. Si tu veux, je fais pas que mettre des meubles. Assez souvent, je suis déménageur, oui. Mais je suis aussi tapissière, je suis aussi comptable, je suis aussi... et je fais autre chose. Donc ça, c'est là. Et en venant, justement, l'agent m'a appelé en me disant, ça y est, c'est signé. Super. Merci, Claire. Là, tu lui as fait les housses, tu lui as fait des tableaux, qu'est-ce que tu as fait dans cette maison ? J'ai refait toute la mise en scène des salles de bain, de la cuisine, des extérieurs, parce qu'il y avait des extérieurs magnifiques, mais il a fallu mettre des salons de jardin. Tu peux faire appel à un jardinier aussi, potentiellement ? Oui, aussi. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir des partenaires, si tu veux, des magasins, qui me prêtent des meubles que je peux positionner et... tu mets une étiquette dessus, potentiellement vendable en magasin. Ça va jusque-là ou pas ? Tu peux le faire ? C'est délicat, mais... Je pourrais. Ouais. En fait, je fais ça plus subtilement. Alors, subtilement, ça veut dire quoi ? ça veut dire que... T'es pas obligé de le dire, hein ? Non, mais pas de souci. Au contraire, je te dis que moi, j'aime bien l'humain. Donc, j'aime bien rencontrer des gens. Donc, j'ai trouvé que peu à peu, c'était un peu toujours la même chose, redondant, mais avant, après. Donc, je suis allée face aux gens que je rencontre et avec qui je travaille. Et je fais des interviews des magasins, des artisans, des gens qui travaillent avec moi. Par exemple, la tapissière dont je t'ai parlé, elle est merveilleuse. Elle bosse avec moi dès que je peux. Et je suis allée faire une interview et elle a raconté son métier, etc. Donc, si tu veux, c'est un échange comme ça que je fais. Je suis pas encore dans le partenariat rémunéré de publicité, quoique je devrais m'y mettre. Et on peut parler de tes réseaux sociaux parce que ça cartonne. Hein. À Nice, qui ne connaît pas Claire, hein. Et qui ne connaît pas Claire. Bon, écoute, ça c'est un autre truc super. Les réseaux sociaux, c'était... Tu t'y es mis quand ? Je m'y suis mis pendant le Covid. Ah ouais, 3 ans là, il y a 3 ans. Ouais. Pourquoi ? Tu t'ennuyais, tu faisais quoi ? Parce qu'en plus, ton activité... Je m'ennuyais, j'étais enfermée chez moi et j'avais rien le droit de faire. Tu t'es dit d'ailleurs, c'est terminé ou pas ? Non, alors j'ai parlé avec d'autres, je suis devenue assez copine avec d'autres homestagers où on s'appelait en se disant, toi tu fais quoi ? Est-ce que tu oses aller chez les clients ? Tu sais, il y avait vraiment un flip. Et tout d'un coup, je me suis dit, je vais regarder les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'était les enfants, laissez votre téléphone, on passe à table, faites pas chier avec vos photos. Tes enfants t'ont dit, non mais attends maman, tu fais quoi là ? Et donc,
j'ai commencé à faire ça et ils sont parfaits parce qu'ils passent leur temps à me dire non. Alors j'ai une censure de la part de mon fils qui me dit non maman, celle-là t'es un peu trop ridicule. Non maman, tu devrais faire non, pas celle-là, ou celle-là est pas mal. Donc ils sont gentils. Donc j'ai commencé à apprendre ça. Je fais ça avec mes enfants aussi. Hein. Voilà. Je dis, non mais la gênance papa, la gênance. Oui, ils osent dire des trucs. Et de temps en temps, je suis obligé de supprimer. J'ai supprimé ma vidéo de ce matin. Je chantais qu'elle était pas bonne, tu vois. Ah ouais. Je chantais que j'allais recevoir un texto des enfants là. Donc c'est assez rigolo, mais ils sont merveilleux parce que au moins c'est nos premiers critiques. Bien sûr. Donc voilà. Donc j'ai commencé. Et tu vois quoi à travers ces réseaux? C'est quoi l'intérêt pour toi? Parce que tu sais. Écoute, en immobilier, il y en a beaucoup qui disent je vais aller sur les réseaux, mais je leur dis si c'est pour avoir 200 followers, même 1000 followers, mais avoir deux likes et 3 avis dont ton cousin et ta cousine, franchement, tu vas dans le café du bas, c'est plus rémunérateur. Qu'est-ce que toi tu vas chercher? Alors, toi pour l'immobilier, parce que tu as besoin de quelque chose de quartier. Et, moi, j'ai une visibilité. Je peux montrer mon métier sur mes réseaux, c'est-à-dire les appartements, les vidéos que je fais, la transformation, c'est ma carte de visite. C'est comme les archis, quoi. C'est une carte de visite. Tu regardes, tu me rends compte, je te dis, va voir ce que je fais et tu vois les vidéos des maisons et des choses que je fais. Et c'est comme ça que ça marche. Tu vois, j'ai eu dans le train toujours, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé en me disant, je vous suis sur les réseaux depuis un certain temps. Voilà, là j'ai une maison. Donc tu commences à avoir du business avec. Oui. Tu dis quoi, 5, 10%, moins? C'est vraiment alors, c'est une difficile. Fois tous les 6 mois? Non, c'est plus qu'une fois sur les 6 mois. Ouais. Et puis surtout quand je rencontre des gens dans des réunions de réseau, des choses comme ça, ils me disent ah ben oui, on vous connaît, ah oui, je vous suis, etc. Donc voilà. Et puis, surtout au début, j'étais terrorisée de quelle tête je vais avoir, comment on va faire, etc. Et alors maintenant, je m'en fous. Mais alors, je suis comme toi. Hein. À un point, si tu veux. Et c'est vrai, c'est ce qu'on me dit au départ. On me dit, tu te cachais dans la rue, tout ça, ou dans ta chambre? Tu n'osais pas? C'était quoi au départ? Oui, non, mais j'osais pas. Ouais. Mais mes premières années, il n'y a pas une photo de moi. C'est que des trucs professionnels, des belles photos, machin. Ah, tu mets en avant vraiment ce que tu faisais. Toi, la personne n'existait pas. Non. Ah ouais. Ça fait un an et demi que je monte ma tête. Et j'ai bien fait parce que ça marche. Bah oui. Ça marche et puis ça amuse. Et puis j'ai la chance d'avoir une petite jeune fille qui m'aide à faire des photos et des choses comme ça. Et je lui dis, par exemple, j'ai toujours rêvé d'être Miss Météo. Je veux faire météo et que sur un fond vert et que je dise, là on va mettre un canapé, là on va mettre une chaise, là on va mettre une table basse. Et elle me dit, mais bien sûr. Et elle réalise ce que je veux. C'est génial. Alors ça, c'est là où ils se moquent un peu de moi tous en disant, mais bon. Claire. Oui. On papote trop. Ben oui, j'imagine. On est en train de péter les scores, Claire. Je me tais. En tout cas, c'était passionnant. Bon. Tu vois que je t'avais dit qu'on allait parler de toi depuis tes 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je t'ai raconté toute ma vie, mais d'un autre côté... c'était l'objectif. Tu veux ma vie et elle est longue, donc... Mais non, mais elle est surtout excitante. Le tour du monde, etc. Enfin, c'est quand même génial. Et je vais te poser 2 dernières questions parce que je vois Jérôme qui est en train de me dire de couper. D'accord. La première question... Oui, je te vois là. La première question, Claire. Est-ce que tu t'éclates après 15 ans dans le messaging? Oui. Alors, je m'éclate parce que l'avantage de mon métier, c'est que chaque jour, je me réveille avec la banane parce que je sais que je vais transformer un endroit, mais aussi transformer la vie des gens. Ça a l'air d'être idiot comme ça, mais quelqu'un qui n'arrive pas à vendre, comme tu en parlais tout à l'heure, qui ont un pré-relais et qui sont dans la mouise... J'arrive, je fais ce qu'il faut. J'ai un cas, il m'a dit, mais je lui ai mis des plantes, j'ai transformé son intérieur et c'est vendu en 15 jours. Le type m'a dit, j'aime pas ce que vous avez fait, mais ça s'est vendu en 15 jours. Il est venu s'excuser et ça a été fait. Et le besoin de transformation et la réussite, quand je referme les portes et que j'ai fait de belles photos. Dernier point. Ouais. Je t'en ai parlé un peu en off avant. Tu as fait de la restauration,
des vaches, agricultrice, le tour du monde, maman qui a un sacré job aussi, le upselling depuis 15 ans. Tu dois faire une autre activité demain? Je sais pas. On verra. On laisse tout ouvert. Écoute, on a tellement de chance de pouvoir vivre dans un endroit merveilleux et plein d'opportunités. Moi, je passe mon temps à avoir des idées. Alors, j'ai plein d'idées. Bon. Et on va voir ce qu'on On va verra mettre. l'occasion de se revoir à nouveau. On a plein de choses à se dire. Voilà, mais en tout cas, celui-là, c'est un métier que j'adore. C'est un métier passion. Ça se voit. Et voilà. Merci Claire d'être venue. Merci Nicolas. Merci à tous d'avoir regardé, écouté cette émission. Prochain podcast Imo Story très rapide. Enfin, très rapidement, il arrive. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, bye bye.